bien, bonjour et bienvenue pour cet Ergon Café numéro 2, donc partie 2 de Combien vaut ma clinique, toujours préparé par Jean-Jacques Binen et Charles Facon du conseil d'administration Ergon, et puis toujours animé par Edith Renaud, avocate associée du Chica Conseil, et Sandrine Moreau, fondatrice du cabinet Audacy, spécialiste en stratégie financière. Donc je vais laisser la main à cette équipe. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions à partir du chat. Bien, merci Elodie, bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de l'Ergon Café Combien vaut ma clinique. Cette deuxième partie, elle sera pratique par rapport à la première partie qui a intégré un petit peu l'ensemble des évolutions du paysage économique et financier de notre confrérie. Et donc, nous allons démarrer tout de suite avec un exemple d'une clinique qu'on a choisie, et c'est Jean-Jacques qui va vous la présenter. Il y aura à peu près 20 minutes de présentation sur la partie financière, 20 minutes de présentation sur la partie juridique, et puis vous aurez le temps pour poser des questions qu'on vous demande de poser par le chat. Voilà, Jean-Jacques, si tu veux prendre la main. Bonjour à tous. Alors, c'est l'histoire d'une clinique vétérinaire. C'est la clinique vétérinaire des Champs-Fleuris. La clinique vétérinaire des Champs-Fleuris est située en périphérie d'une grande agglomération. Elle s'est déplacée du centre-ville il y a une dizaine d'années dans des locaux spacieux, avec un grand parking, et il y a encore de l'espace inutilisé. Le parking est largement dimensionné. 3 vétérinaires y sont associés depuis 15 ans. Ils étaient déjà associés au centre-ville. 2 vétérinaires salariés complètent l'équipe des vétérinaires. Ce sont des vétérinaires salariés niveau 4. Et 7 ASV avec de l'ancienneté complètent l'équipe. Les salaires sont supérieurs de 10 à 15% à la convention collective. Le plus âgé des associés veut prendre sa retraite cette année et vendre ses parts. Les 2 plus jeunes, qui ont acquis des spécialités, l'un en chirurgie des tissus mous et en chirurgie orthopédique, et l'autre en médecine interne et en imagerie, veulent continuer le développement de l'activité, notamment en référé, et envisagent d'acquérir un scanner. Ils souhaitent également racheter les parts de leurs associés et développer leur projet d'achat de scanner. Il leur faudra donc remplacer leur associé, souhaitant embaucher un vétérinaire expérimenté, en statut de collaborateur libéral et une ASV supplémentaire, car l'équipe des ASV est déjà bien sollicitée. Le scanner va apporter un surcroît d'activité également aux ASV en 2021. L'activité se développant, il faudra envisager d'embaucher un vétérinaire salarié en 2023 et en 2024, 2 ASV supplémentaires. Je passe la parole à Sandrine qui va déjà nous présenter les comptes de l'année 2000, faire un état des lieux de ce qu'il y avait en 2020 et ensuite développer le raisonnement. À vous, Sandrine. Bonjour à tous. Alors effectivement, la clinique vient de sortir ses bilans, donc ils sont tout chauds, donc je vous les présente aujourd'hui. Donc je vais d'abord vous présenter le compte de résultat et ensuite le bilan. Alors que nous dit ce compte de résultat? Eh bien en fait, l'exercice 2020 est plutôt réalise de bonnes performances comme vous le voyez. Alors je vous ai repris à droite les grands ratios de cette clinique. Donc, son chiffre d'affaires qui se compose, donc qui s'élève à 1,5 million, se compose à 70% d'honoraires. Elle réalise une marge plutôt intéressante au niveau des achats. Et puis, donc, vous voyez, après règlement des salaires, donc charges sociales et salaires bruts, donc elle réalise un excédent brut d'exploitation, donc qui est juste avant en fait le résultat d'exploitation de 170 000 €. Et puis donc elle clôture son exercice avec un résultat net de près de 80 000 € qui représente 5% du chiffre d'affaires, et une CAF. Alors on y viendra tout à l'heure, c'est une notion importante quand on s'apprête à réaliser des investissements. C'est un ratio que l'on regarde de près pour savoir si demain on sera en capacité à s'endetter davantage. Alors, c'est intéressant toujours de se situer. Finalement, la clinique, elle se situe comment par rapport au ratio du secteur. Donc, je vous ai mis des ratios qui concernent des moyennes de votre secteur sur l'année 2019, qui sont issus d'une étude. Voilà, donc vous voyez
finalement, on est pas mal situé. Les honoraires sont un petit peu plus élevés que la moyenne, puisque la moyenne est à 60%. Total masse salariale, on est à 48% quand la moyenne est à 47%. Et puis en termes de BE, c'est vrai que la clinique s'en sort plutôt bien, puisque en termes de résultats d'exploitation et de BE, elle se situe au-dessus de la moyenne à 11% pour une moyenne à 7,5%. Voilà, donc voilà les grandes lignes du compte de résultat. Que nous dit le bilan également? Jean-Jacques, donc présentation du bilan. Et il ne veut pas bouger mon truc. Ah. Alors, le bilan, comme vous allez le voir, on est face à une structure qui a déjà des prêts, puisque elle a l'habitude d'investir régulièrement, donc elle a déjà un emprunt. Vous allez le voir, donc de 250 000 €. On voit le PowerPoint, Jean-Jacques. Oui, mais il y a celui de dessous qui s'est bloqué. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas. Vous voyez la page du bilan? Pas encore. Pas encore, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci, Jean-Jacques. Alors voilà, donc on est, que nous dit le bilan de la clinique. Donc vous voyez, historiquement, il y a effectivement des emprunts pour 250 000 €, parce que cette clinique a investi régulièrement. Les autres dettes, bien sûr, hein, dans ce poste-là, on a les dettes fiscales et sociales, mais également des comptes courants d'associés. En tous les cas, voilà, on est face à une entreprise donc, qui, comme l'a dit Jean-Jacques, loue son immobilier. Donc, dans l'actif immobilisé, on est surtout sur du matériel, stock, 100 000 €. Et puis, elle bénéficie quand même de disponibilité, puisqu'elle a une trésorerie au bilan de 60 000 €. Alors là, je vous ai mis finalement, quand on fait une analyse de son bilan, je vous ai mis les 4 ratios qui sont regardés de près, généralement, par les banques et les financeurs. Ces ratios, on va en reparler tout au long du cas pratique. Alors, que nous disent rapidement ces 4 ratios? Je vous ai mis les ratios donc, de fonds propres sur total bilan. Ça, c'est votre risque liquidatif, c'est-à-dire est-ce que votre entreprise aujourd'hui, est-ce que la clinique est solvable? Donc effectivement, elle l'est, puisqu'on est dans un ratio qui est dans la norme à 29%. Par contre, elle n'a pas beaucoup quand même de marge de manœuvre d'endettement, puisque le ratio normalement normatif est en dessous de 100%. Et là, on est déjà à 167%. Donc on voit bien que la marge de manœuvre est très très faible et on est déjà face à une structure financière un petit peu fragile. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi au niveau de la capacité d'endettement? Donc, comme je vous l'ai dit, on est face à une CAF, une capacité d'autofinancement qui est assez confortable et qui finalement, aujourd'hui, les emprunts représentent à peine 2 années de CAF. Donc, c'est plutôt pas mal quand le ratio se situe à 3,5. Elle est en capacité de remboursement, hein, cette clinique. Elle est tout à fait en situation de faire face à des engagements financiers, puisqu'on a un ratio ici de 25%. Alors, quels sont les projets? Effectivement, comme l'a dit Jean-Jacques, eh bien, les associés de la clinique envisagent de se projeter sur l'acquisition d'un scanner. Alors, c'est vrai qu'au global, c'est un investissement significatif pour la clinique, puisqu'au-delà du coût du scanner qu'on a évalué là, à 200 000 €, et bien derrière, il y a évidemment des embauches, il y a effectivement un poste de formation à prévoir, et puis un poste de maintenance que l'on a chaque année, qui représente à peu près 15 000 €. Donc, en tous les cas, un coût global de l'investissement qui représente 324 000 €. Et puis, effectivement, on a le départ d'un des 3 associés, et donc se pose la question du rachat de ces titres. Et là, donc, on sait que les normes de valorisation qui sont généralement sur un multiple de BE sont en général entre 3, 5, voire jusqu'à 8%. Donc, l'exercice que je vais vous présenter là, c'est justement de faire un petit peu cette gymnastique, de se dire, voilà, si on allait éventuellement jusqu'à 8 fois le BE,
quelle va être l'incidence financière. Donc, vous voyez qu'au total, c'est un besoin global de financement de plus de 700 000 euros. Donc, j'ai évidemment besoin de me projeter pour présenter à mes banques cet investissement. Et puis, pour moi-même, pour nous-mêmes, associés restants, il faut absolument que je sois en mesure d'écrire un business plan. Alors, je me réunis avec mes associés et c'est vrai que voilà, on a défini déjà des axes stratégiques, comme l'a dit Jean-Jacques. Donc, acquisition d'un scanner. L'acquisition d'un scanner, bien sûr, va générer du chiffre d'affaires supplémentaire, alors que l'on a budgétisé à 8% par an, c'est-à-dire à peu près à 2% qui correspond à l'inflation et puis 6% qui correspond plutôt à l'effet volume. Et puis, bien sûr, l'acquisition du scanner va générer des honoraires supplémentaires. Donc, on a estimé à 80 000 euros la première année, pouvant aller jusqu'à 250 000 avec une montée en puissance de l'utilisation du scanner tout au long des 5 années. Bien entendu, pour tout cela, il faut embaucher, c'est normal. Donc, on envisage à horizon 5 ans d'embaucher bien sûr des ASV, mais également un vétérinaire. Alors, vétérinaire collaborateur libéral et puis un vétérinaire salarié en 2023 lié à la croissance de l'activité. Donc, il va évidemment dans le plan de financement et dans le business plan, il va falloir que je me dise, voilà, il faut aussi que je finance mon scanner sur 7 ans et puis j'imagine de financer le rachat des titres sur 7 ans également. Alors, que nous dit le business plan? Une fois que j'ai posé ces axes stratégiques, le business plan. Allez-y. Donc, il est toujours important en fait de construire un business plan sur une durée à 5 ans. 5 ans parce que quand on va sur un plan d'investissement qui génère de la croissance, c'est un peu on va dire la durée usuelle du retour sur investissement qu'on peut avoir quand on fait un investissement. Donc, vous avez peut-être l'habitude de faire des business plans à 1 ou 2 ans, mais 5 ans, ça vous permet vraiment d'écrire une feuille de route. Alors, on a repris donc dans le business plan les hypothèses de croissance de chiffre d'affaires. Vous voyez, de 1,5 million en 2020, ça nous emmène à 2,4 millions en 2025. Au niveau des achats, j'ai un trend que je maintiens à peu près à 20% du chiffre d'affaires. Donc là, je n'anticipe pas forcément on va dire, d'optimisation, ce qui fait que j'ai une marge qui reste à 80%. Les autres achats et charges externes, je les ai fait évoluer en fonction de l'inflation. Et puis, bien sûr, également, les salaires bruts, je les ai inflatés également de 2%, parce que c'est normal, si j'ai une évolution du chiffre d'affaires, il est tout à fait normal que j'ai cette incidence aussi au niveau des salaires. Et bien sûr, j'y ai mis donc tous les moyens humains que je vous ai décrits tout à l'heure pour réaliser cette croissance. Alors, vous voyez que chaque quasiment K euros de chiffre d'affaires me génère de la rentabilité, puisque l'excédent brut d'exploitation passe donc en 5 ans de 170 000 euros à 450 000 euros. Voilà. Donc, vous voyez la création de valeur quand même que l'on a à horizon 5 ans, sans avoir finalement posé des hypothèses complètement délirantes, entre guillemets, mais au contraire, en étant dans un trend d'activité finalement qui est à peu près dans la moyenne de vos secteurs. Et vous voyez qu'en termes de résultats, bien sûr, j'ai également une croissance, un résultat qui passe de 80 à 267 000 euros. Alors, au-delà on comprend, Sandrine, on comprend là sur ce business plan qu'on va faire un petit peu, on va prendre son élan puisque ça baisse la première année pour ensuite monter très rapidement ensuite. Oui. Et c'est vrai que dans ce projet qui est alléchant, forcément, ça nécessite du financement parce qu'il y a une acquisition de matériel forte. Et puis, on a vu dans l'exemple que vous avez pris, Sandrine, c'est qu'on a un associé qui part, et qu'au lieu de avoir un financement de son départ à 3 à 5 fois le BE, on a pris l'option 8 fois le BE, ce qui devient quelque part
la maraude, hein, la nouvelle maraude dans notre profession, c'est je veux bien partir, mais au tarif du private equity. Donc, c'est pour ça qu'on a pris 8 fois le BE. Qu'est-ce que ça donne en termes de plan de financement? Alors effectivement, au-delà du business plan, c'est toujours très important, et ça on l'oublie parfois, de poser le plan de financement projet pour voir finalement est-ce que la rentabilité que je dégage chaque année, et donc ça passe à travers la CAF, hein, la capacité d'autofinancement, me permet effectivement de faire face à ces investissements, à ces projets, et donc au nouveau financement. Alors là, on a fait le choix de partir sur des financements, des prêts amortissables en fait sur 7 ans. Mais par exemple, pour le scanner, effectivement, on peut très bien imaginer un crédit bail. Et là, du coup, ce serait l'intégralité du loyer serait dans mes charges. On viendrait diminuer d'autant ma CAF. Là, pour faire simple, pour ne pas brouiller les esprits, j'ai pris un financement classique dans les deux cas. Alors, vous voyez effectivement que qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, je pose dans mes emplois, bien sûr, l'investissement scanner, les 200 000. On retrouve le coût du rachat des titres, donc 450 000 plus des frais, et puis le remboursement. Alors, remboursement des prêts en cours, à ce stade-là, dans le plan de financement, on est d'accord, c'est la part en capital de vos prêts. Ce ne sont pas on n'intègre pas les intérêts, puisque les intérêts sont dans vos charges financières dans le compte de résultat. Donc, là, c'est bien la part en capital. Donc ça constitue ce qu'on appelle mes emplois, c'est-à-dire concrètement ce que je vais devoir décaisser. Donc vous voyez, la première année, c'est assez important, parce qu'évidemment, je vais financer mes projets, donc c'est un peu plus de 830 000 €. Et puis ensuite, chaque année, eh bien, j'ai le remboursement de mes prêts. En face de ce plan d'investissement, j'ai mes ressources. Donc mes ressources, c'est quoi? C'est avant tout ce que me dégage ma rentabilité, donc ma CAF, pour honorer ces remboursements. Et bien sûr, j'ai posé mes prêts. Donc, vous voyez qu'en termes d'impact de trésorerie, ça va être intéressant d'analyser en fait ce que nous dit ce plan de financement, en termes à la fois d'impact de trésorerie et de capacité de remboursement. Alors, justement, que nous dit ce plan de financement? Je vous l'ai posé après. Donc, en termes de capacité de remboursement, vous avez vu, et d'impact de trésorerie, je n'ai pas d'incidence négative. Vous avez vu qu'en bas du tableau, j'avais 16 000, puis 97 000, puis 207 000 en année 5. Donc, finalement, je me dis, le financement de ces projets tels que je l'ai imaginé peut être envisagé. Par contre, la banque ou votre financeur, il va regarder aussi l'incidence que ces investissements vont avoir sur votre structure de bilan. Et c'est là où, finalement, ça va poser problème. Déjà où on était face à une clinique qui était un petit peu fragile financièrement, parce que c'est normal, régulièrement, elle avait investi. Donc, elle avait évidemment des IMO, mais elle avait aussi pas forcément en fait des fonds propres qui venaient renforcer la structure, et donc on voit bien que les ratios se dégradent. Donc les 4 ratios que les banquiers vont regarder de près, c'est les mêmes ratios que je vous ai présentés tout à l'heure, et on voit que là il y a une dégradation. Le premier passe de 29% à 19%. Le deuxième, vous voyez, où on était à 167%, là j'explose le ratio, je suis à 400%. Donc là, je me trouve face à une structure financière qui est fortement fragilisée. Alors, certes, mes capacités d'endettement, mes capacités de remboursement sont encore là. Donc, effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est envisageable. Mais franchement, ça va mettre vraiment en difficulté votre structure financière. Et donc, on voit bien la nécessité de renforcer les fonds propres et donc de lever des fonds. Alors Sandrine, on va lever des fonds, mais quel est l'intérêt du prêteur dans ce cas-là, puisqu'on a un bilan qui se dégrade? Comment est-ce qu'il va réussir à rentabiliser son investissement, entre guillemets? Alors effectivement, lever des fonds, comme on l'avait évoqué dans le Ergon Café 1, lever des fonds, vous vous rappelez, on avait envisagé la levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement. Et je vous avais expliqué, effectivement, le fonds d'investissement, ce qu'il regarde et ce qu'il connaît d'avance, je dirais, c'est son TRI, le fameux TRI, taux de rendement interne. Et donc là, concrètement, vous voyez, je vous ai posé le sujet. Quel va être son raisonnement? Le fonds d'investissement, donc, il sait qu'à l'origine, effectivement,
les titres vont être valorisés 455 000 €, donc qui correspond à un tiers de la valorisation du capital. Là, pour simplifier les choses, je n'y ai pas incorporé les frais liés à l'acquisition, liés à l'opération. Et donc, on voit que finalement, je vais avoir un peu 3 profils de TRI. Premier cas, on imagine que la clinique peut très bien dégager effectivement des résultats chaque année. Et comme je sais que je veux un TRI à 12,5%, ça veut dire que le fonds d'investissement va forcément devoir sortir, vous voyez, alors qu'il est rentré à 455 000, il va falloir qu'il sorte à 585 000 €. Donc, on voit bien qu'il va falloir aller chercher de la valeur, créer de la valeur sur ces 5 années. J'ai mis en deuxième position un scénario où finalement j'ai une distribution de dividendes chaque année un petit peu moins importante et où là, effectivement, si je veux toujours être à peu près à 12,5%, je dois avoir une valeur de revente beaucoup plus importante. Et puis, un troisième cas où effectivement, là, j'ai un peu moins de création de valeur et vous voyez que là, je dois avoir une sortie. Là où le fonds d'investissement est rentré à 455 000, eh bien, je dois sortir, je dois revendre à 680 000. Donc, vous voyez qu'un fonds d'investissement, effectivement, va être très attentif à votre business plan et va être très attentif à vérifier que le business plan que vous avez écrit, qu'on a vu tout à l'heure, crée de la valeur chaque année. Ok. Alors, si on est dans la situation où il y a des propositions alléchantes qui viennent de l'extérieur en même temps et qu'on se dit, après tout, nous, on veut faire notre métier. Allez, on lâche parce qu'on nous propose un gros chèque et on fait tout ça. De toute façon, on a du mal à gérer la boîte. L'ancien qui faisait le business part et donc on va accéder à une offre alléchante et une survalorisation de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Alors, effectivement, j'ai pris le cas, alors peut-être qu'il va vous paraître extrême, mais vous allez voir, la démonstration est assez flagrante, d'une valorisation à 15 fois l'EBE. Donc, 15 fois l'EBE, rappelez-vous, sur un EBE à 170 000 en 2020, ça fait donc 2 550 000. Souvent, on est face aussi à un schéma, vous rappelez-vous, lors de l'Ergon Café 1, on en avait parlé, un schéma d'acquisition qui se fait en 2 temps, avec un prix initial qui correspond à 70% du prix, donc qui vous est payé tout de suite à 1 785 000, et un complément de prix à horizon 5 ans qui représente 30% du prix, donc 765 000 en 5 ans, ça fait à peu près 150 000 par an. Voilà le schéma que je vous propose. Rappelez-vous aussi, comme je vous l'avais dit lors de l'Ergon Café 1, pourquoi effectivement cette capacité à survaloriser? Eh bien, je vous avais expliqué que le raisonnement en fait de cet investisseur qui va venir à vous, c'est finalement, elle réside dans sa certitude, dans le potentiel de croissance de la profitabilité que vous devez réaliser. Comment, effectivement, ce potentiel de croissance est possible? En actionnant, en fait, 3 types de leviers. Il y a généralement, dans toute entreprise, 3 leviers d'optimisation de la profitabilité. Je vous les ai rappelés là, mais on en avait parlé longuement. Donc, croissance du chiffre d'affaires sur différents sujets, optimisation des achats, par exemple, groupement d'achats, mutualisation, et bien sûr, réduction des charges de structure, avec par exemple le recours, quand on rejoint un groupe, le recours à des fonctions support centralisées, où là vous allez optimiser quand même vos charges. Et puis également, et ça on en avait parlé, optimiser la masse salariale en structurant un peu plus les équipes. Le groupe en question qui vous propose cette survalorisation sera aussi attentif à vos niveaux de rémunération, donc pourra peut-être chercher à les remettre en cause. Et puis, il y aura peut-être la révision du bail commercial. Vous avez vu tout à l'heure, on était sur un loyer un petit peu plus haut que le marché. Donc, voilà, ce sera un point d'attention. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté effectivement le business plan. Donc, je vous ai finalement, sur 5 ans, globalisé les chiffres. Parce que finalement,
la proposition qu'on vous fait de 2 550 000, c'est le prix, bien sûr avec une partie initiale tout de suite, mais c'est à horizon 5 ans. Que nous dit justement la croissance de l'OBE sur 5 ans? Eh bien, si on fait l'addition des chiffres que je vous ai présentés, vous allez en fait dégager un montant d'OBE sur 5 ans de plus d'1,7 million. Donc, ça veut dire que en écrivant finalement un business plan tout à fait réaliste que vous avez posé avant le projet, vous voyez qu'il faut aller chercher effectivement pour estimer que l'opération est rentable, à minima je récupère ma mise, il faut aller chercher effectivement 600 000 € de profitabilité supplémentaire. Alors, si j'active ces 3 leviers, finalement, vous voyez que je peux les atteindre finalement assez facilement. Levier 1, croissance de chiffre d'affaires. En tablant sur une progression de 5% du chiffre d'affaires, en plus de ce que je vous ai écrit tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple qui peut être de la médecine préventive, qui peut être de l'optimisation de facturation. 5%, ça me génère déjà plus de 500 € de chiffre d'affaires en plus, 500 000 €. Les frais fixes. Si j'optimise les frais fixes en rejoignant effectivement, en mutualisant, en constituant pourquoi pas un groupement, si je vais chercher 10% d'optimisation de frais fixes, qui finalement sur 5 ans est tout à fait plausible, ça fait à peu près 2% par an, vous voyez que je vais chercher encore 226 000 €. Et si ensuite je réduis mes charges, j'optimise mes charges, et là, pareil, j'ai pris, vous voyez, un trend tout à fait raisonnable sur 5 ans de 6%, ça me génère encore 220 000 €. Donc, vous voyez qu'au global, j'ai généré plus d'1,7 million de rentabilité sur 5 ans. Et en activant les 3 leviers, au total, j'ai créé plus de 2,7 millions de valeur. Alors que, effectivement, quand l'investisseur m'a fait la proposition, eh bien, il m'a fait une proposition qui me paraissait très élevée au départ, puisqu'elle était à 15 fois le BE, c'est-à-dire 2 550 000. Mais vous voyez que le ROI, je l'ai largement au bout de 5 ans, puisqu'il est même supérieur à ma mise de fonds. Donc, vous voyez le raisonnement en fait, que va avoir l'investisseur. Il va effectivement chercher à créer de la valeur avec vous, mais finalement, cette création de valeur, c'est ce que je vous avais dit l'autre jour, c'est vous qui aussi allez l'écrire, puisque c'est vous qui, pendant 5 ans, sont à leur côté. Voilà. Donc, je voulais vous faire la démonstration. Vous voyez que finalement, c'est tout à fait possible que leur raisonnement avec des multiples si importants et avec l'activation de levier, on va dire, finalement, on y arrive assez facilement de nous-mêmes. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà. Je répondrai à vos questions après qu'Edith aura raconté sa partie. À la fin, on prendra toutes les questions. Merci beaucoup, Sandrine, de cette démonstration. Je pense que chacun va reprendre sa calculette et se faire des migraines pour retourner tous les jours un petit peu en mettant les choses à votre disposition. Je vais passer la parole à Maître Edith Renaud qui, elle, va nous parler maintenant des accords dans le processus de vente. Alors, bonjour à tous. Donc, au vu de la situation financière de la clinique, je me suis intéressée à 3 situations possibles pour les associés, puisque, en effet, on a un des associés qui veut partir à la retraite et donc s'offre finalement 3 choix. Soit les associés se disent finalement, pourquoi pas vendre 100% du capital et des droits de vote, puisqu'on a une proposition de confrères qui ont une clinique tierce. Ils ont également aussi une proposition d'un groupe industriel qui leur propose d'acheter 49% du capital et des droits de vote. Et puis, plus classiquement, ils ont le scénario qui consiste à ce que les 33% de l'associé sortant puissent être transmis à un groupe de cliniques qui leur fait cette proposition.
Est-ce qu'on peut arriver donc sur les schémas? Donc, en fait, si on regarde le premier choix qui consiste à vendre les 100% du capital et des droits de vote, on a une situation où on a nos 3 associés A qui détiennent le capital de la celle A et donc qui vont céder l'intégralité des titres à un groupe que j'ai appelé Holding B qui va mettre la main sur cette SEL A. Edith, Alors, juste un petit mot. On nous demande que vous parliez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Alors, les associés pensent souvent qu'une fois qu'on a discuté bon an, mal an d'approche de prix, ça y est, on est d'accord sur tout. Alors, je suis désolée de décevoir tout le monde, mais en fait, l'aventure commence plus tôt, puisque on va se demander et on va avoir besoin justement d'exprimer les points d'accord et de compréhension des éléments de la vente au travers d'avant-contrats qu'on va appeler donc les lettres d'intérêt, les lettres d'intention, l'offre indicative ou l'offre ferme, de manière à s'assurer qu'on parle bien de la même chose, c'est-à-dire des conditions essentielles de la vente qui concernent non seulement le prix, mais les conditions complémentaires en termes de calendrier, en termes de conventions de garantie, s'il y a des conventions de garantie. Je veux bien qu'on passe à la… Voilà. Et donc, une fois qu'on aura travaillé ces éléments, ces avant-contrats, on passera à ce qu'on appelle une promesse ou un protocole qui vont là concerner des vrais engagements, lesquels vont définir donc un calendrier de vente, puisque entre le moment où on aura discuté sur la base de compte 31/12/2020 et le moment où on envisagera de céder, c'est-à-dire par exemple au 1er juillet 2020, eh bien, on va se demander si le prix est figé sur la base des comptes 31/12/2020 ou alors si on va ajuster ce prix en fonction du premier semestre de l'année 2021. Il y aura bien souvent aussi des conditions suspensives, c'est-à-dire qu'un acquéreur classique va dire « j'achète si j'obtiens mon financement pour acheter et si un ensemble de conditions autres sont réalisées ». On va fixer évidemment la date de transfert de propriété. Et puis, j'ai donc mis en musique les éléments que vous a présenté Sandrine, puisque bien souvent, il peut y avoir une confusion en ce qu'on appelle entre la valeur d'entreprise et la valeur des titres. C'est-à-dire que lorsque un repreneur propose d'acheter des titres, le prix des titres va correspondre à ce qu'on va avoir dans sa poche une fois qu'on aura vendu. La valeur d'entreprise, en fait, elle donne lieu effectivement à la mise en musique de modes de valorisation. Et donc, dans les exemples retenus précédemment, on parlait d'évaluer la valeur d'entreprise à 8 EBE. Donc, ce qui faisait par rapport à notre EBE de 170, une VE d'1 360 000. Et pour arriver de la valeur d'entreprise à la valeur des titres, on a plusieurs mécanismes qui sont utilisés. Moi, j'en ai retenu 2 principaux qui sont soit proposés par exemple des groupes industriels ou des fonds d'investissement. Donc, eux, ils vont déduire de la valeur d'entreprise ce qu'ils appellent la dette financière nette. Donc, pour être très simple par rapport aux éléments chiffrés de tout à l'heure, j'ai calculé ma dette nette financière en enlevant de mes emprunts et de mes autres dettes ce que j'ai en trésorerie, c'est-à-dire mes disponibilités. Et donc, j'arrive à une dette financière nette de 310 000. Et donc, très simplement, je calcule ma valeur de titre en enlevant à ma valeur d'entreprise ma dette
financière nette. Et j'arrive à un prix des titres d'1,050 000 dans ce mode de calcul. On a des groupes plus classiques, les groupes de cliniques ou des repreneurs isolés qui vont plutôt être sur des méthodes un petit peu plus patrimoniales, plus statiques, et eux, ils vont passer de la VE à la VT, parfois avec des méthodes d'actifs nets réévalués, c'est-à-dire très simplement, ils vont considérer que la valeur vénale, la vraie valeur du fonds libéral qu'on retrouve comptablement dans l'actif immobilisé est de 1 360 000 €, ma valeur d'entreprise. Ils vont enlever l'actif immobilisé de 300 000 et ils vont ajouter les capitaux propres et donc arriver à un prix des titres d'1 210 000 €. Voilà. Après, ils vont, le repreneur et le vendeur vont devoir s'accorder. Bien souvent, en effet, le prix ne sera pas forcément fixe et non révisable. Ils vont dire le prix finalement résultant des derniers comptes 31/12/2020, c'est un prix provisoire en valeur de titre d'1 210 000 €. Et donc, le vendeur, bien souvent, va demander à ce qu'on tienne compte du bénéfice. J'étais dans une phase optimiste en considérant que le résultat était positif sur 1er janvier 2021 et 30 juin 2021, qui est mon hypothèse. Et je considère que j'ai fait un bénéfice de cession. Alors, peut-être que c'était élevé d'ailleurs, compte tenu des prévisions, mais j'ai ajouté mon bénéfice de cession pour réviser finalement mon prix et parvenir à un prix définitif, cette fois-ci, d'1 360 000 €. Alors après, au-delà du prix, qui est quand même un élément évidemment très important et qui doit être défini vraiment très correctement, bien sûr, dans le protocole d'accord, on va donc évidemment dire qu'est-ce qui se passe sur les bénéfices en cours, les dividendes. Donc, dans mon hypothèse, en effet, on rajoutait le bénéfice en cours parce que les vendeurs considèrent que c'est leur travail et que ça doit leur être attribué. On va évidemment s'intéresser au compte courant. Si effectivement les vendeurs ont prêté des sous ou si la société leur doit des sous, il va falloir que cela leur soit remboursé par une trésorerie soit suffisante, soit une trésorerie qui sera mise dans la société par le repreneur pour permettre le remboursement des comptes courants. S'il y a eu des cautions personnelles consenties par les vendeurs pour garantir des dettes de la société, on va évidemment les lever et les faire reprendre par l'acquéreur. Et puis, on va définir aussi les conditions de la garantie d'actifs et de passifs qui va être demandée, puisque un repreneur va considérer que le passé est le passé, et que si il arrive des litiges prud'homaux, des redressements fiscaux, des redressements d'URSSAF qu'on doit rattacher à la période antérieure à la vente, eh bien, il s'agira que ce soit les vendeurs qui en assument la charge en indemnisant l'acquéreur. Donc, on va définir dans cette convention de garantie quels sont les comptes de référence. Est-ce que dans mon hypothèse, il s'agit du 31/12/2020 ou est-ce que si on fait des comptes au moment de la cession, il s'agira de ces comptes de cession qui pourront faire un cut sur la période garantie. On va définir aussi ce qui est garanti. Est-ce que les créances clients, par exemple, sont garanties ? Et puis, on va définir aussi un niveau qu'on appelle un seuil de déclenchement, une franchise en deçà duquel il n'y aura pas de déclenchement de la garantie, où l'acquéreur sera d'accord pour assumer la charge financière de petits préjudices qui arriveraient. Et ensuite, les vendeurs vont dire mais moi, je souhaite quand même connaître un plafond à la garantie. Et donc, on va discuter la plupart du temps d'un pourcentage du prix
des titres qui va donner lieu à un plafond, souvent dégressif, puisqu'on va considérer que chaque année qui passe, une prescription fiscale et sociale intervient. Et puis, le repreneur va souvent demander aussi une garantie de paiement en disant, si finalement je viens à appeler les vendeurs et que ils ont dépensé la totalité du prix ou que je n'arrive pas à les actionner parce qu'ils sont partis en Amérique du Sud et que moi, je dois être indemnisée. Donc, le repreneur va demander souvent une garantie bancaire sous la forme d'une caution bancaire de manière à ce que la banque puisse payer à la place des vendeurs si ceux-là sont défaillants. Voilà. Après, il s'agira aussi, dans le cas des 3 associés, de savoir s'ils sont garants solidaires du repreneur. Le repreneur, souvent, va demander une garantie solidaire, mais on va bien sûr discuter parce que ça n'est pas si évident que les associés souhaitent que chacun puisse se voir demander 100% du préjudice, quitte à eux de se retourner à hauteur d'un tiers pour chacun des co-associés pour le trop payé. Ensuite, après, alors là, les engagements des vendeurs, ça va plutôt concerner des vendeurs qui resteraient à accompagner la clinique alors qu'ils auraient vendu. Donc, on va en effet, je suis désolée, j'ai quelque chose qui arrive, on va s'intéresser à la manière dont les vendeurs vont travailler à la clinique, quel sera leur statut, les jours travaillés, les congés, etc. Mais je pense que je le détaillerai davantage dans le sujet avec les 49%, puisqu'il est plus prégnant dans ces cas-là. Et puis également, lorsqu'on vend les titres de la clinique, on s'intéresse à l'immobilier. Si effectivement les 3 associés sont associés d'une SCI, on sera vigilant pour savoir si l'immobilier est vendu ou si le bail est poursuivi dans les conditions de loyer actuelles et pour la durée restante, s'il y a un emprunt, c'est vrai qu'il faudra faire attention. Donc, la vente proprement dit, j'ai un petit peu anticipé le sujet, puisque une fois que le protocole aura précisé l'ensemble des engagements, que les conditions suspensives seront réalisées, le calendrier donc, se déroule avec, dans notre cas, une vente au 1er juillet 2021. Et donc là, c'est à ce moment-là que les titres sont vraiment vendus, que le prix est payé, donc avec un prix qui peut être effectivement le prix provisoire dans mon exemple, puisque au 1er juillet, on ne connaît pas les comptes du 30 juin 2021, lesquels ne seront connus qu'en septembre-octobre. Donc, on va la plupart du temps payer tout ou partie du prix provisoire entre les mains des vendeurs. Je dis partie parce que effectivement, le repreneur pourrait se dire, et s'il y a une perte sur le premier semestre, je ne vais peut-être pas verser la totalité du prix entre les mains des vendeurs, et peut-être qu'il dira, je verse qu'une partie, le reste en séquestre ou pas. Et ça ne sera qu'au 30 septembre ou au 31 octobre, une fois que les comptes de cession seront sortis, révisés et approuvés, qu'on ajustera le prix en versant la partie séquestrée éventuellement et l'éventuel complément de prix au vendeur. Ok, maître, merci beaucoup. On va passer au deuxième exemple. C'est vrai que pour qu'il y ait la place pour les questions, je vous demanderai d'accélérer. Et donc, c'est le cas de la revente, comme on l'entend beaucoup sur la place publique aujourd'hui, de 49% du capital et des droits de vote à un groupe industriel qui donne droit à 99% des droits financiers. Voilà. Alors, en effet, on part d'une situation avec le schéma de gauche où on a nos 3 associés qui sont propriétaires des titres de la SEL A et on a un groupe industriel qui propose de racheter
49% des titres de tout le monde, hein, des trois, qui vont garder 51% du capital et des droits de vote. Et donc, ce groupe industriel va en effet, puisqu'il est contraint par la réglementation de la profession vétérinaire, ne pouvoir acheter que 49% du capital et des droits de vote. Mais en effet, dans la négociation et dans l'accord, il va payer 100% du prix en s'assurant d'un certain nombre de choses, qu'il va avoir droit à 99% des droits financiers et que pour un certain nombre de décisions, il va pouvoir mettre en place un certain nombre de contrôles, voire des minorités de blocage pour certaines décisions. Alors, si vous voulez bien, on va passer donc à la slide d'après, puisque là, du coup, j'ai mis en musique la Valo qui permet de passer de la VE à la VT. Et là, donc, j'ai pris les 15 BE, puisque on a des offres des groupes industriels qui se situent la plupart du temps au-dessus des multiples classiques qu'on a vus dans l'autre situation, pour qu'on puisse voir ce que ça peut vouloir dire. Donc là, j'arrive à une valeur de titre de 2 240 000 euros et on a une proposition du groupe industriel qui est de dire finalement, je vais payer un prix initial, c'est-à-dire au moment du transfert de propriété, de 70% du prix global, c'est-à-dire qu'il va verser 1 568 000 aux associés cédants, et les 30% autres, c'est-à-dire les 672 000 euros de complément de prix, il va proposer de les payer sur 5 ou 7 ans en fonction souvent de critères de BITDA ou de critères de croissance de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, une fois effectivement que cette vente va être mise en musique avec le même schéma que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les lettres d'intention, les protocoles et la vente proprement dite, ce qui va caractériser quand même cette hypothèse de vente à un groupe industriel, c'est la précession, puisque en fait, les vendeurs, les associés touchent 100% d'un prix, mais restent associés à 51%. Et donc, le groupe industriel va proposer la plupart du temps un changement de forme juridique, c'est-à-dire que les associés qui étaient en CELARL, par exemple, le groupe industriel va demander une transformation en SAS ou en SA, et puis l'adoption de statuts qui va lui permettre d'organiser les droits de vote des associés, puisque, rappelez-vous précisément, le groupe industriel n'aura pas la majorité dans les droits de vote, puisqu'il n'achète que 49%. Et il va aussi organiser sa gouvernance en mettant en place un organe collégial qui va lui permettre de décider ou de contrôler les décisions de direction de l'organe de gouvernance. Il va mettre en place surtout un système souvent d'actions de préférence où les 49% d'actions qu'il aura achetées vont lui donner droit à des dividendes payés par priorité et majorés, c'est-à-dire à hauteur non de 40%, 49%, mais de 99%. Il va mettre en place aussi un pacte d'associés pour régler un certain nombre de situations et surtout, il va définir, souvent par une convention d'exercice professionnel, le statut juridique des associés vendeurs qui vont se voir proposer un statut où ils seront quand même socialement toujours travailleurs non salariés aux mêmes caisses. Fiscalement, par contre, souvent, ils vont devoir faire une
une déclaration personnelle de BNC, où on va aussi, dans cette convention, définir la rémunération de ces associés en année N. Et en effet, ce qu'il faut savoir aussi, c'est comment cette rémunération évolue. Voilà, sur quels critères on peut s'accorder pour avoir de la visibilité sur l'évolution. Et puis aussi, on va définir de quelle manière l'associé vendeur pourrait partir. Et souvent, le groupe industriel va aussi définir les conditions dans lesquelles il serait à l'initiative de ce départ et pourrait demander à l'associé de quitter son exercice et de partir de la clinique. Moi, je ne vous entends pas, Jean-Jacques. Ah oui, le micro. Jean-Jacques. Passer maintenant au K3, on n'a vraiment plus beaucoup de temps où un tiers du capital et des droits de vote seraient vendus ou apportés à un groupe de cliniques ou cédés à un établissement financier. Oui, alors c'est vrai que c'est le cas, je ne veux pas dire le moins intéressant, mais c'est le cas effectivement qui nécessite le moins à mon avis, d'explications, puisque vous voyez bien mes schémas où on a soit une holding qui représente un groupe de cliniques qui va acheter les parts du sortant, les 33,33%, soit le schéma d'après où on fait rentrer un établissement financier, hein, et dans ces schémas-là, on va se retrouver finalement avec, dans notre hypothèse, des propositions d'acquisition ou d'entrée par réduction de capital sur la base des 8 BE et moins la dette nette ou moins l'actif net retraité. Et puis, on peut avoir aussi parfois des propositions, et je veux bien qu'on aille sur le slide d'après, où la holding du groupe de cliniques qui était pressenti pour prendre un tiers va proposer aux associés restants de devenir associés dans la holding qui regroupe en fait la détention de toutes ces participations. Et donc, c'était pour vous expliquer comment la structuration peut intervenir. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui va caractériser la documentation juridique de ce schéma-là, c'est qu'il va falloir bien sûr savoir de quelle manière on va gouverner la structure, de quelle manière les majorités vont être organisées, bien sûr les rémunérations des associés exerçants, savoir si le groupe de holding va facturer des prestations qu'on appelle les management fees, de quelle manière il y aura un partage de bénéfices, puisque dans ce cas-là, la holding va peut-être vouloir être assurée aussi d'avoir un niveau de dividende minimum puisqu'elle a investi. Je dirais, ça sera la même chose si on a un établissement financier qui a investi. Parfois, effectivement, pour rentrer dans son projet de TRI, il va demander des dividendes majorés, en tout cas être servi en premier. Et puis, il y aura un pacte d'associés qui sera soit relativement classique si on a l'entrée d'un groupe de cliniques, soit beaucoup plus compliqué. On peut aller après ensuite si on a un groupe investisseur, enfin un établissement financier qui rentre au capital. Parce que l'établissement financier, j'avais eu des questions à la précédente séance là-dessus, il va s'intéresser bien sûr au statut, parfois demander à ce qu'on modifie les statuts pour mettre en place parfois un organe de surveillance où il va participer sur les grandes décisions d'emprunt, d'investissement, de désinvestissement. Donc, les dividendes majorés préciputaires, j'en ai parlé. Et puis, parfois, il va aussi vouloir bloquer, même si il a une participation qui ne lui permettrait pas juridiquement, au vu des statuts, de bloquer certaines décisions. Il va vouloir pouvoir s'opposer dans un certain nombre de situations. Alors, surtout,
Et puis, on peut passer au pacte d'associés, c'est-à-dire au prochain, voilà. L'établissement financier va avoir la plupart du temps son propre pacte et demander un certain nombre de choses dans le cadre du fonctionnement de la vie ensemble. Donc, un droit d'information renforcé qui va pouvoir être périodique avec des reportings trimestriels, des budgets prévisionnels qui vont être révisables à mi-exercice ou ponctuellement en fonction d'un certain nombre de situations. Et puis, avant la réunion des organes de contrôle, d'assemblée, ils vont vouloir aussi parfois pouvoir réaliser des audits. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, contrôler un certain nombre d'opérations, des emprunts, des investissements, l'augmentation des rémunérations aussi des dirigeants, des cessions ou des prises de participation, et puis parfois aussi le développement de certaines activités ou l'abandon de certaines activités. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que tout ça, c'est vrai que Sandrine disait, l'établissement financier, il a un impact vertueux, c'est vrai qu'il oblige justement à beaucoup de rigueur dans la gestion. Néanmoins, il faut bien se dire que à partir du moment où ce tiers sera rentré, eh bien alors on n'aura plus du tout la même liberté dans un certain nombre de décisions qui peuvent parfois donner lieu à des discussions et en tout cas à pas forcément une convergence de vues. Il faut aussi se dire qu'en dernier lieu, l'investisseur financier va demander une clause de liquidité, c'est-à-dire qu'il va dire, moi, je suis là pour 5 à 7 ans et à l'issue de cette période-là, je vais demander à sortir et avec un TRI fixé à l'avance. Dans notre hypothèse, ça pouvait être les 12,5. Et il va aussi dire que dans un certain nombre de situations, c'est-à-dire que si les associés ou les dirigeants n'ont pas respecté les statuts ou le pacte, eh bien, à tout moment, avant cette échéance de 5 à 7 ans, l'investisseur pourrait se réserver la possibilité d'obliger les associés à le racheter moyennant un TRI majoré. Bien, merci Maître pour ces explications. Merci Sandrine. Voilà, cet Ergon Café 2, on va pouvoir passer aux questions. On remercie aussi également notre partenaire sur cette session qui est Smart Emis, le projet de Christophe Magot qui accompagne l'association Ergon sur cet Ergon Café. Petite question, puisqu'on va prendre quelques questions, il est 14 h. C'est quelque chose bien sûr qui est tout naturel. La question d'Olivier Lenné qui nous demande quid de la fiscalité sur le montant de la vente? Alors, brièvement, je dirais qu'on a, on va dire, un régime applicable de plein droit qui est de 30% d'imposition sur la plus-value réalisée, c'est-à-dire qu'on va calculer la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Et on sait qu'on aura ce régime qui pourra s'appliquer de plein droit. On peut avoir des régimes très différents, mais je ne vais pas rentrer dans tous les cas. On a des régimes applicables pour les gens qui partent à la retraite. On a des régimes applicables lorsque les gens détiennent depuis une durée relativement longue leur titre. Et en effet, bien sûr, lorsqu'on s'intéresse à vendre, il faut s'intéresser à ce qui va rester en net dans la poche. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils d'optimisation qu'on va pouvoir mettre en place avant la cession. Question de Julien. À partir de quel montant faut-il à financer, faut-il faire intervenir un private equity? Et une petite parenthèse, c'est quand on dit passer en SAS ou SA, c'est sous forme de CELAS. Si vous faites un tout petit commentaire sur celle-là, et puis à partir de quel montant faut-il à financer, faut-il faire intervenir un private equity? Alors, sur la première question, à partir de quel montant, vous voyez que dans notre cas pratique,
finalement, quand on atteint vous voyez, un besoin de financement de 700 000 euros, c'est déjà un sujet pour un fonds d'investissement. Alors, quand on dit un fonds d'investissement, ça peut être un fonds d'investissement bancaire. Il ne faut pas s'imaginer forcément un fonds d'investissement entre guillemets exotique, mais déjà un fonds d'investissement classique bancaire ou local peut très bien intervenir à partir de ces montants-là. Généralement, c'est à partir de leur participation, enfin quand ils regardent un dossier, c'est à partir de 500 000 euros, donc 700, 800 000 euros, c'est tout à fait dans leur corde. C'est je dirais le bas de la fourchette. La dernière question pour Edith. Merci, merci bien Sandrine. La dernière question peut-être pour Edith. Quand on dit passer en SAS ou SA, est-ce sous forme de CELAS? Alors, la CELAS est une SAS de sel. Voilà. La différence, c'est que les contraintes, on va dire, de répartition du capital et de gouvernance sont un peu différentes. En gros, la SAS est une forme beaucoup plus libre, puisqu'on peut avoir 49% à son capital de tiers, alors que dans une CELAS, ce n'est que 25%. Et au niveau de la gouvernance, on a aussi plus de liberté. Bien, bah écoutez, il est exactement 14h04, donc on va devoir conclure hein, pour respecter le timing. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires hein, et le questionnaire qui vous sera envoyé de satisfaction. Ça permettra peut-être d'imaginer un Ergon Café 3, puisque les cafés sont réguliers dans notre société. Eh bien, merci à Sandrine, merci à Maître Renaud, merci à Jean-Jacques, merci à la technique Élodie. Et puis, merci à tous pour votre participation. Il y aura bien sûr des replays qui seront disponibles bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci.